Donc, je disais, euh, on met en place en fait des documents pour collecter les informations chez nos clients. Et en fait, l'utilité de ces documents-là, c'est d'éliminer les mauvaises options et clarifier avec le client ce dont il a besoin. Donc, lorsqu'on va vouloir faire un design, nous, ce qu'on veut, c'est collecter toutes les informations dont on aura besoin pour arriver à faire le design, comprendre l'industrie dans laquelle le client veut se lancer avec son entreprise, comprendre son besoin en termes de logo et enfin éliminer toutes les mauvaises pistes qu'on pourrait explorer dès le départ. C'est ça l'utilité du brief pour nous. Et notre brief, il a évolué avec le temps. Donc, on va essayer de voir, OK, est-ce que le client en question, d'abord, la première chose, c'est le nom de l'entreprise. Je ne sais pas s'il faudra lire tout le brief, mais ici, on dit, afin que la réalisation de notre travail graphique pour votre identité visuelle soit le meilleur reflet de vos attentes et efficace auprès de votre public, nous vous demandons de bien vouloir remplir consciencieusement et sans limite ce questionnaire. Une fois que vous avez terminé de remplir tous les champs, vous pouvez nous retourner ce questionnaire par mail. Veuillez cependant à conserver une copie de votre réponse. Ce qui est intéressant dans nos questionnaires, c'est que ils sont, on peut les remplir. C'est des questionnaires interactifs que le client, dans lesquels le client peut cliquer et remplir en fait les différentes cases. Donc ici, on a besoin du nom de l'entreprise tel que le client le pense pour qu'on ne fasse pas de faute d'orthographe ou de faute d'écriture du nom de l'entreprise. Est-ce que c'est un nom long? Est-ce qu'il y a un sigle? Etc. Ensuite, on a besoin de savoir est-ce que le client a une accroche? Est-ce qu'il a un slogan? Et est-ce que ce slogan-là devrait être incorporé dans le nom de l'entreprise? Quels sont les produits, services que son entreprise fournit? Donc, est-ce qu'il est dans l'agroalimentaire? Est-ce qu'il est dans la tech? Est-ce qu'il est dans le service? Est-ce qu'il est dans la livraison de repas? Est-ce qu'il est dans le fashion? Bref, connaître l'industrie du client permet en fait d'identifier le type de logo qu'on peut lui faire et le langage graphique que ce logo-là aura. Ensuite, on lui demande s'il a des logos favoris ou qu'il aime particulièrement. Parce que généralement, lorsque quelqu'un vient vous dire qu'il veut un logo, il se peut, dans la plus grande majorité des cas, qu'il ait déjà une idée en tête de ce à quoi il veut que son futur logo ressemble. Du coup, nous, on lui demande est-ce qu'il a en fait une idée de ce à quoi il voudrait que que son logo ressemble. Mais on ne dit pas juste donne-nous le nom de logo d'entreprise que tu aimes bien. On dit aussi qu'est-ce que tu aimes sur ces logos-là. Parce que juste connaître les logos et ce à quoi ils ressemblent ne nous aide pas forcément dans notre travail créatif. C'est OK, j'aime le logo de Apple parce que il est simple. J'aime le logo de Samsung parce que j'aime bien la façon dont l'écriture est faite, ou j'aime le logo de Coca-Cola parce que je trouve ça stylé. J'aime le logo de Burger King parce que j'aime la couleur orange. Donc, c'est vraiment connaître ce que dans ces logos-là, notre client apprécie pour que nous, ça puisse restreindre ou nous donner des contraintes. L'une des choses les plus dures en design, c'est que puisque c'est un métier créatif, on peut avoir toutes les idées du monde. Et quand on travaille pour des clients, il faut avoir des contraintes pour que ces contraintes-là puissent restreindre le champ de notre imaginaire afin que notre imaginaire soit beaucoup plus précis dans un champ donné. Les valeurs de l'entreprise ou la mission de la marque, c'est vraiment, c'est pas obligé, mais c'est intéressant de savoir quelles sont les valeurs que l'entreprise veut véhiculer et pourquoi elle veut véhiculer ces valeurs-là. Et ensuite, il faut connaître la cible parce que si on veut créer un logo pour, enfin, je donne un exemple dans l'agroalimentaire et la cible, c'est les enfants. Le langage visuel
va être différent de on veut faire un logo toujours dans l'agroalimentaire, mais la cible, c'est les sportifs. Et ce sera encore différent lorsque on veut toujours faire un logo dans l'agroalimentaire, mais la cible, c'est une grande masse. C'est pas un public spécifique comme enfant ou sportif, mais c'est juste le public général. Donc, en fait, savoir quelle est la cible de l'entreprise permet aussi de cibler plus précisément nos travaux. Quels sont les concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont la même cible ou qui sont sur le même segment? Si je reprends l'exemple de l'agroalimentaire, si vous faites un logo dans l'agroalimentaire et vous faites ça dans le secteur de la bouillie, il faut savoir quels sont les concurrents qu'il y a dans ce segment de faire de la farine pour la bouillie. Est-ce que c'est de la farine pour de la bouillie pour tout le monde ou est-ce que c'est de la farine infantile pour de la bouillie? Du coup, quels sont les langages, je vais dire graphiques, qui sont utilisés dans ce segment-là euh, au niveau de la population pour laquelle vous voulez faire cette identité visuelle-là. Donc, pour nous, il est important de trouver ça ou de savoir tout ça dès le départ. Les adjectifs qu'on peut prendre pour caractériser le logo. Du coup, ici, en fait, c'est quelque chose de très important dans la démarche parce que, une fois encore, toutes ces questions-là vont vous permettre de restreindre l'environnement créatif dans lequel vous allez créer votre logo. Si on fait un logo pour une marque qui est dans l'agroalimentaire, qui est dans l'agroalimentaire, mais qui fait des repas pour les sportifs, les caractéristiques vont être différentes. Si on parle de fort, si on parle de, si on parle de fort, si on parle de athlétique et on parle de agroalimentaire sportif, on voit tout de suite des adjectifs cohérents. Mais si on parle de chaleureux, si on parle de, enfin, je ne veux pas le dire comme ça, mais si on parle de chaleureux, si on parle d'enfantin, si on parle de féminin pour agroalimentaire, pour sportif, chaleureux, enfantin, féminin, ça ne va pas vraiment aller avec le segment dans lequel l'entreprise veut vendre. Donc, connaître les bons mots, connaître les bons adjectifs qui vont qualifier la marque dans son ensemble, généralement, vont permettre de mieux définir ce que l'on va appeler benchmarking, que je vais vous présenter par la suite. Ensuite, est-ce que la personne a des couleurs qu'il aime de façon particulière? Est-ce que, parce que ça permet tout de suite de savoir si on peut orienter l'identité visuelle vers les couleurs que la personne aime ou pas. Parce que ce n'est pas que ce que la personne aime. Mais si on peut associer la marque avec des couleurs que la personne aime et arriver à faire véhiculer le message, c'est souvent mieux que juste de dire au client, c'est moi qui connais tout, voilà les couleurs qui conviennent le mieux pour ta marque. Les trends, est-ce qu'il y a une tendance que le client aime bien et surtout pourquoi? Vraiment, ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est pourquoi le client aime X ou Y. Ce n'est pas juste recueillir des informations parce qu'on a dit qu'il faut des informations. Est-ce qu'il y a des symboles ou est-ce qu'il y a une symbolique qu'il aime bien, qu'il aimerait transmettre à travers le logo de sa marque? Parce qu'à la fin de la journée, c'est sa marque, c'est son entreprise, c'est le logo de sa marque, de son entreprise. Et il faut qu'il y ait un peu de sa personne qui soit retranscrite à travers la marque dans certains cas. Ce n'est pas dans tous les cas. Donc, ici, en fait, on a fini de collecter les informations qu'il faut sur l'entrepreneur, sur l'entreprise, sur le segment d'activité de l'entreprise, sur la concurrence, sur les clients. Donc, on a pris le temps de connaître la marque, de connaître l'entreprise, de connaître ce qu'elle fait, pour qui elle le fait, pourquoi elle le fait, comment elle veut le faire. Ce que nous, on fait ensuite, en tout cas à Horta Service, c'est qu'on élimine les mauvaises possibilités. Du coup, on va présenter au client, on va définir les différentes typologies de logos et on va montrer quelques exemples d'application de ces typologies de logos-là. Par exemple, là, on a les monogrammes et on a des exemples NASA, HBO et on dit ce qu'est un logo monogramme. On dit un monogramme est un type de logo qui représente les initiaux ou les initiales ou l'acronyme d'une entreprise. Le logo n'est composé que de quelques lettres et par conséquent, il repose uniquement sur la typographie et la couleur pour représenter l'image de l'entreprise. Par conséquent, les monogrammes se distinguent par leur apparence minimaliste
et simplifiés ou leur simplicité. Du coup, quand tu définis comme ça la typologie du logo au client d'entrée de jeu, vous évitez de faire un débat de goût, de couleur et de préférence à la fin lorsque vous sortez le logo. Parce que l'un des plus gros pièges, en fait, l'un des plus gros pièges lorsqu'on design un logo, c'est de rentrer dans des débats de préférence, de goût et de couleur avec les clients. Parce qu'on dit des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Du coup, ce n'est pas vraiment pertinent de se mettre à discuter avec le client de ses goûts et de ses préférences. Donc, on fait la même chose, on définit le logo typographique, on définit le segment, le ou les segments dans lesquels ça se trouve, on définit symbole et pictogramme, on définit le ou les segments dans lesquels ça se trouve et quels exemples de marques utilisent ça, on définit les logos abstraits, les mascottes, et en fait, à chaque fois, combiné, on dit c'est quoi un logo combiné, pourquoi c'est utilisé, quand est-ce que c'est utilisé, les logos qui sont des emblèmes. Donc, tout ça, en fait, c'est ce que nous, on collecte comme information dans notre brief. Et c'est à partir de ces informations-là, lorsque le client les remplit, on va passer à l'étape suivante. Donc, le client a rempli le brief. Le client a rempli le brief. Il nous a envoyé son brief. Nous, l'étape qui va suivre, je vais essayer de retrouver une étape qui va suivre. Google. Donc, je mets là. Donc, une fois que le client vous a parlé, ce qu'il faut faire ensuite, c'est parler à votre tour au client. C'est lui dire, OK, tu nous as parlé, mais voici en fait, dans ce que tu nous as dit, ce que nous, on a retenu, ce que nous, on a compris. Est-ce qu'on s'aligne avec ce que tu penses être en train de faire? Donc là, je vais ramener ceci. C'est un fichier template que nous, on a mis en place qui nous permet de communiquer à nos clients ce qu'on a compris de leur brief et l'orientation qu'on va donner. Et encore une fois, généralement, on travaille avec des institutions. On a mis en place ce procédé-là pour éviter les rejets à la fin. Donc, parce qu'on ne veut pas qu'on rejette nos logos à la fin, on met en place des processus qui nous permettent d'éviter les rejets. Donc, je pense que j'ai un template Figma. OK. Donc, en gros, dans l'entreprise, hein, on a ce document-là qui est un template, ça s'appelle template Horta Service. Et en fait, ça représente l'ensemble des templates qu'on utilise pour les différentes étapes. Donc, ici, en fait, ça a été mis en place par le responsable du design graphique au sein de l'entreprise sous mon instruction et sur la base de tout ce qu'on a mis en place comme procédé. C'est OK, représenter au client la direction artistique qu'on a définie à partir du brief qu'il nous a donné. Donc, avant de présenter ça en intégral, je vais vous présenter le PowerPoint d'un cas. C'est le logo de la fondation du JN. On est en train de travailler avec JN Foundation pour mettre en avant, pour faire un logo pour une fondation pour eux. Donc, en fait, ici au sommaire, on va résumer les informations qu'on a collectées dans le brief. Donc, je vais rouvrir mon brief. Je vais le mettre dans dans une autre fenêtre. Donc, les informations qu'on avait collectées dans le brief, on va les revoir. La marque, c'est pourquoi elle existe, pour qui, c'est qui les clients, comment est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut faire, ce qu'est la marque et son positionnement. Donc, on fait un bref résumé de la marque de l'entrepreneur, les axes créatifs, le style de logo que le client a dit qu'il aime ou qu'il n'aime pas, pourquoi il a dit, les choix typographiques qu'on va faire, l'univers des couleurs et la méthodologie de travail qu'on va exploiter, diagnostic, éveil, etc. Donc, dans la première partie, c'est vraiment là, on va essayer de résumer tout ce qu'on a appris grâce au brief et comment est-ce que les choix que le client a fait dans le brief vont permettre de positionner. Et on va faire un PowerPoint qui résume tous ces éléments-là. Et en fait, ça va nous permettre de nous assurer, par exemple, les canaux de communication, sur quel canal la marque avec laquelle on veut travailler communique ou veut communiquer. Ça va nous permettre de nous assurer qu'on est sur la bonne voie. Et une fois que ça c'est fait, on va définir, OK, voilà le style de logo que le client a choisi, le style iconographique.
Donc, en accord avec la présentation qui est ici. Donc, on a les styles iconographiques qui peuvent se retrouver dans pictogrammes, qui peuvent se retrouver dans les logos abstraits et même dans la mascotte. Mais en tout cas, on sait que notre client ici, il veut un style iconographique et on fait un benchmark des logos iconographiques qui sont dans le même segment d'activité que l'activité que le client nous a décrit. Et du coup, on va commencer déjà d'entrer à parler des polices, on va commencer déjà d'entrer à parler des couleurs et en fait, on va faire un état des lieux qu'on va présenter au client, on va faire un benchmarking. Donc, en fait, cette présentation-là, on l'a fait après l'étape du brief pour, encore une fois, s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde que le client. Et pour ça, on a un template, il suffit juste de le dupliquer et de remplir, en fait, avec les informations qui sont mises en avant, enfin, qui sont demandées au niveau du template. Donc, ces templates-là nous permettent de savoir avec le client, OK, on va aller sur ceci, on ne va pas aller sur ceci. Et en termes d'exemple, ça, c'est la partie client. Tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est vraiment la partie client, c'est vraiment comment est-ce que ça se passe au niveau du client. Après, il y a la partie interne, la partie au sein de Horta Service, où nous, en fait, on va faire des travaux pour s'assurer qu'on est sur je vais dire, le bon segment. J'ai l'impression que les trucs ont disparu ici. Voilà. Je vais ouvrir un autre. Je vais ouvrir un autre fichier. Donc, si vous remarquez bien ce que j'ai dit, à chaque fois que je vais ouvrir un fichier, ce sera toujours la même approche. Donc, on a notre template qui est déjà défini. On va venir dire au client, voilà ta vision, voilà ta mission, voilà tes valeurs, voilà ce que tu cibles, voilà ce que tu veux faire. On va dire tout ça. Ensuite, on va lui dire la stylistique. Voilà le style de logo que tu veux. Tu veux des logos en forme de pictogramme ou en forme abstrait. On va définir les styles typographiques sur lesquels on va partir. On va définir les styles de couleurs. Bref, et on va faire tout ça. Maintenant, au niveau interne, ce que nous, on va faire, une fois que le client s'est décidé, c'est définir. Là, ça c'est moi mon rôle. Je vais définir les grands axes. Je vais définir les grands axes créatifs, donc collaboratif et digital. Ça, c'est un logo pour JN Academy, une entreprise qui fait de la formation en ligne. Une entreprise qui fait de la formation en ligne. Et du coup, on a pensé un concept collaboratif et digital. Donc, dans collaboratif et digital, ce qui ressort, c'est que, un, c'est les couleurs. On a beaucoup de couleurs. Deux, on a quelque chose qui est ouvert. Parce que quand on parle de collaboration, ça implique qu'il y a beaucoup de personnes qui vont travailler ensemble. Donc, l'ouverture, c'est quelque chose de friendly. Puisque c'est friendly, on va partir sur des trucs colorés, sur des trucs au bord arrondi, sur des trucs qui ne sont pas carrés. Donc, ça, c'est un axe créatif. Ensuite, on a premium, mais créatif. Premium, ça va tout de suite sur du blanc-noir. Ça va tout de suite sur des traits, je vais dire, des traits secs, des traits tranchants. Ça va sur de la police sérif ou du extra line en termes de typographie. Donc, on définit aussi cet axe créatif et on définit un dernier axe créatif qui est dynamique et créatif. Du coup, là, on sait que ici, on est sur de l'arrondi, mais c'est un peu plus carré. C'est moins ouvert que tout ce qui est communautaire ou collaboratif. Donc, une fois que ça, c'est défini, on va faire les brainstorming. Donc, dans notre brainstorming, c'est là où on va générer les idées de logo. On prend les grands mots qu'on avait ici, collaboration digitale, créativité, dynamique, ou les mots qu'on a trouvés en, en, dans le brief, en fait. Donc, le cas de JN Academy, c'était une plateforme pour faire de l'enseignement digital. Donc, on a collaboration, on a digital, on a compétences,
on a premium, créatif, compétence encore, on a dynamisme, créatif, compétence. Et en fait, pour chaque grand mot, on va écrire des petits mots. Donc, dans collaboration, on aura multitude, connexion, lien, cercle, multiforme, autour de, subdivision. Dans digital, on aura ordinateur, téléphone, souris, planète, ligne, électricité, onde, pixelisation, cloud, nuage, etc. Dans compétences, on aura cerveau, connaissance, esprit, lumière, loupe, livre, analyse, engrenage, pulse, étoile, outil. Et en fait, avec ces mots-là maintenant, on va faire des associations de mots. Donc, on va faire des associations de mots. Ici, business, on a argent, ordinateur, JN, parce que JN était le mot-clé autour duquel on voulait tout tourner. On a billet, téléphone, JN. On a costume, planète, JN. Internet, on a ordinateur, costume. On a ordinateur, JN. On a téléphone, JN. Téléphone, argent. Et en fait, on va associer les mots deux à deux. Et en associant les mots deux à deux, on trouve les concepts autour desquels on va maintenant faire des croquis. Donc, maintenant qu'on a argent et on a ordinateur, on peut essayer de dessiner l'argent et l'ordinateur et JN. On peut essayer de dessiner un billet, un téléphone et JN. On peut essayer de dessiner un costume, une planète et JN. On peut essayer maintenant d'être créatif sur ces principes-là, en sachant que on a pensé dans un certain ordre. Donc ici, c'est des croquis un peu va-vite, mais j'ai un livre et j'essaie de voir comment est-ce que je peux transformer ce livre-là en chapeau de diplômé. Je ne sais pas si c'est très clair. Ici, j'ai un ordinateur et en fait, qui est vu en perspective, mais en bas, ici comme ça, c'est un livre. Donc, je pars du concept que je peux utiliser un livre en bas ici et son écran sera un ordinateur. Donc, ça part du concept Enfin, on voit en fait le concept dans lequel on trouve cela. C'est lorsqu'on associe les mots Internet et business ou compétences. Donc, dans compétences, on avait livre. Dans compétences, on a livre. Dans Internet, on a ordinateur. Et en fait, voilà en fait comment on va essayer de créer des concepts, on va essayer de faire des croquis. Et ces croquis-là, l'équipe va les faire. On n'est pas de très bons dessinateurs, on n'est pas des illustrateurs professionnels, mais il arrive des moments où, dans ces contextes-là, on va même essayer d'aller recruter un illustrateur et lui donner un brief. On va appeler l'illustrateur, on va dire, voilà notre brief. Dans notre brief, on veut des sketchs de logo. Voilà les concepts auxquels on a pensé. On a pensé, je dis n'importe quoi, hein, compétences, il y a puzzle, on a pensé à compétences. On va d'abord lui expliquer le brief du client, on va expliquer la vision de l'entreprise, on va lui rédiger un brief. Du coup, on a les mots-clés compétences dans lesquels on a choisi puzzle, on a choisi ampoule. Essaie de nous faire un logo qui parle d'ampoule et de puzzle. Dessine-nous des croquis. On veut 60, 70, 100 croquis différents. Et en fait, on va laisser maintenant la personne avec ces idées-là et lui, il va faire des croquis. Du coup, enfin, ces croquis-là, c'est montré un peu de façon abstraite, mais on a plusieurs croquis qui vont être faits, des choses qui vont être dessinées et des concepts qui vont voir le jour. Ici, hop, je vais prendre un exemple. On a JN Academy. Ça, c'est un croquis que moi j'ai fait. On a A et on a plus fusée. Donc ici, je fais le dessin d'une fusée. La fusée est en feu, elle veut aller dans l'espace. Donc, en fait, le concept, c'est OK, c'est l'académie qui va te permettre de décoller ta carrière euh, en termes de compétences en ligne. Du coup, on prend le A, on essaie en fait de restyliser, de simplifier la forme de cette fusée. Donc, la fusée, il y a du feu. Donc, il y a du feu et il y a A, qui est la tête de la fusée. Donc, là, ici, on a J, on a N et on a A. Donc, on a J, N, Académie. Et en fait, c'est une façon d'essayer de trouver une stylisation. Donc, quand on est parti sur ce J, N et A, on va encore essayer de styliser. On va essayer d'affiner. Ici, tout est séparé. Ici, on colle le tout. Et en fait, dans cette approche-là, on essaie de trouver une façon de transmettre le message. Ça ne va forcément pas être la bonne,
mais ici, on a décollage. Décollage d'un avion, décollage de compétences. Donc, on a, je ne sais plus pourquoi, mais ici, on a paysage plus décollage d'avion. Et OK, voilà, on a montagne. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à montagne? Montagne, c'est grand, c'est grimper une montagne, c'est arriver au sommet. Donc, il y a aussi, comment on appelle ça? Euh, je cherche un mot là, mais enfin, l'idée derrière la montagne, c'était, OK, apprendre une compétence, c'est un peu comme aller dans un voyage, c'est affronter des challenges, c'est rencontrer des difficultés, c'est monter. Euh, et en fait, monter, affronter des challenges, etc., on résume ça dans montagne. Et dans montagne, on ajoute à ça décollage, un avion qui décolle, un avion qui prend de l'élan pour atteindre les sommets, pour décoller. Et en fait, on essaie en fait de styliser je vais dire cette phrase-là à travers un logo. Et montagne aussi ici, on prend J et N et on veut trouver J et N dans montagne. Donc, on fait J et on fait N en forme de montagne pour avoir cette forme-là. Donc, en fait, tout ça, c'est des essais de stylisation. Et on va arriver à des concepts, on aura JN et on aura le A qu'on a essayé de dessiner en académie, on aura JN Académie avec la montagne et le décollage. J'oublie le mot en français qui essaie de résumer ça. Mais au final, lorsqu'on va tester nos différents concepts, on va choisir certains et on va essayer de les vectoriser maintenant. OK, tu as dessiné un truc sur papier, c'est cool, mais c'est la vectorisation qui permet d'avoir réellement ou de savoir réellement ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, on va vectoriser, on va essayer des choses, on va vectoriser, on va vectoriser, on va mettre de la couleur, on va simplifier et on va essayer en fait plusieurs manières de vectoriser le logo et bref, on va tenter de la vectorisation et au final, lorsqu'on va vouloir présenter le logo final, on va réexpliquer ce que c'est l'entreprise, sa vision, ses valeurs. On va expliquer le benchmark sur lequel on est parti. On va réexpliquer les concepts qu'on a décidé d'explorer, premium et créatif et dynamique. Donc, soit c'était une entreprise qui fait de la formation premium et dans la créativité, soit c'est une entreprise qui veut faire de la formation, mais qui met en avant la créativité et le dynamisme. Cette créativité et le dynamisme, nous, on a voulu le traduire de différentes façons en utilisant la montagne, en utilisant le soleil, le rayonnement, rayonner ici. Enfin, ce concept-là, c'était autour de la lumière. Vous allez briller. On a des concepts autour du livre. On a des concepts autour d'une fusée qui décolle. On a des concepts autour de la montagne, les difficultés, grimper, accéder au sommet, décoller, accéder au ciel, accéder à la supériorité. Et on a différents concepts qui ont été explorés comme ça. On montre aux clients qu'on a fait des trucs qui sont différents. On a essayé de tester des choses. Et voilà, au final, on est arrivé à des résultats. On a mis des couleurs. Et puis, on vient finalement à la présentation finale où on fait des mock-ups, où on essaie d'utiliser le logo qu'on a fait. Donc, ici, on a la lettre A et ensuite, ici, on a la fusée. Et on montre JNA Academy. OK, on a ce résultat-là. On a les couleurs qui sont utilisées. On a des visuels. On essaie de faire des visuels avec le tout pour voir comment est-ce que ça va fonctionner, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. Ensuite, le concept on monte JNA. On a la montagne. Donc, la montagne, les obstacles, les défis. On a l'envol, l'avion qui décolle, grandir, atteindre le ciel. Et du coup, on dit JNA, ce concept-là, c'est vraiment autour de la montagne des difficultés, des obstacles et des défis et de l'envol au-delà de ces défis-là. Et du coup, on montre les couleurs. Après, on utilise un dictionnaire de couleurs pour justifier les couleurs qu'on utilise. Pour voir, OK, est-ce que c'est le bon logo, la typo, pourquoi cette typo-là
Et en fait, ce concept, on le voulait accessible. Donc, on avait créatif et on avait d'un autre côté luxe. Donc, le côté luxe a été éliminé par le client dès le début. Donc, ça nous a empêché d'aller, par exemple, dans ce sens-là, de commencer par souffrir à chercher, OK, quel type on cherche pour du luxe. On savait que le tout devait rester dans l'univers créatif et collaboratif. Donc, au final, on propose des façons d'utiliser le logo et son symbole. On fait des propositions de visuels. Et enfin, on a une dernière proposition, JN Academy comme ceci. Et en fait, on a la lettre A qui est écrite en minuscule pour montrer la proximité, l'accessibilité, qui va complètement à l'opposé de la direction premium. Et les traits là qui étaient là pour symboliser la lumière, le savoir, la connaissance et l'innovation. Donc, light bulb, lumière, OK, voilà comment nous, on l'exprime. Il y a un mot en français pour le dire, mais franchement, je ne sais pas pourquoi depuis le début du call, ça ne me revient pas. Et du coup, on montre comment est-ce que cela peut être utilisé. Comment est-ce que cela peut être utilisé. Et voilà, en fait, comment nous, on part d'un brief jusqu'à une présentation de logo final. Donc, on a au départ un template pour nos briefs qui nous permettent de collecter les informations, qui nous permettent d'éliminer les mauvaises options de logo. Ensuite, quand on part sur ce brief-là, on a un template pour présenter les grandes directions artistiques à notre client, les mood boards, les logos. Comme ça, en fait, dès le départ, on élimine la mauvaise direction artistique. Une fois que la bonne direction artistique est faite, on a un autre qui nous permet de présenter le résultat final du logo. Et du coup, ce résultat final-là, on le présente dans des calls. Donc, dans notre process à nous de design du brief jusqu'à la livraison, je crois qu'on a au moins 4 calls avec nos clients, 4 calls où le client donne son mot dans notre processus de travail. C'est généralement un processus de travail qui est long parce que parfois, je ne sais pas pourquoi les fichiers n'apparaissent plus dans ce projet-ci, mais il y a des fois où, franchement, on peut vraiment avoir, je ne sais pas si je trouverai, mais on peut avoir des milliers de propositions. Des milliers de propositions en termes de croquis, en termes de stylisation, en termes d'exploration, de concepts, d'utilisation, de couleurs. Ici, par exemple, on voit beaucoup de choses. Je vais prendre, par exemple, je vais faire un stop sur cette image. On voit ça, on voit, on a exploré différentes façons de l'utiliser. On voit ce qui a été retenu. On voit, par exemple, même ici, tout en bas, le test en petite taille. C'est des choses qui durent généralement. On voit des croquis, on voit ceux qui ont été éliminés, c'est des débats en interne, c'est des discussions. Euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. Pas d'une personne, pas de deux personnes, mais de groupes de personnes. On voit des choses qui sont essayées. On voit encore des croquis, des croquis, des croquis, des croquis, des croquis. Franchement, et ici, par exemple, c'est la présentation qu'on a faite au client d'Ibaos en question euh, pour lui expliquer les grandes directions artistiques sur lesquelles on pourrait partir. Et il a d'abord éliminé les directions qu'il ne voulait pas. Il nous a guidés sur les bonnes directions. Après ça, on peut maintenant venir parler du monde des couleurs. Enfin, bref, je peux juste vous dire que au-delà du process client en interne, on a un process qui est long, très, très long. Et je vais faire ça, non, c'est pas comme ça. C'est CTRL-G. On a un process en interne qui est très lourd, très long et qui prend beaucoup de temps. Et au final, on présente nos travaux à nos clients de vraiment différentes manières. On fait beaucoup de tests, on essaie beaucoup de choses avant de présenter un logo final à un client. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur les process
J'ai parlé assez longtemps. Maintenant, je veux dire, la parole est à vous pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Et j'espère que vous en avez surtout. Par exemple, une fois que vous aviez terminé tout le processus et la présentation finale, Mhm. est-ce que, bon, tu avais dit qu'il y a eu des mythes, qu'il y a des mythes que vous faisiez avec les clients, mais est-ce que euh, dans la présentation finale que tu as montré tout à l'heure, tu as montré les pistes aussi, vous montrez aussi les clients les pistes sur lesquelles vous êtes partis pour aboutir à ce résultat-là. Oui. Donc, est-ce que il peut arriver que le client trouve des pistes ou bien trouve des choses qui l'ont intéressé plus dans les pistes que vous avez dû à faire, ou bien vous éliminez cette possibilité-là déjà avec l'école, en fait? Il est rare, enfin, il est rare que des clients trouvent des pistes qu'on a eu à faire mieux que ce qu'on leur a présenté. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais montrer, tac, tac. Je prends en fait ce cas. On montre au client qu'on a fait ça. On lui montre 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 qu'on a fait ça. En fait, c'est une présentation où on ne va pas se mettre à faire 1 heure sur chaque piste, tu vois. Du coup, en fait, le client, il voit qu'on a fait un travail et il se dit, pour tout le travail qu'ils ont fait, je ne pense pas qu'ils aient été cons de me présenter ceci. Je ne sais Ok, pas si tu vois. Du coup, par oui, exemple, là, en fait, c'est l'un des concepts dans ce processus-là. C'est le concept qui a été retenu, humain, gène et au final d'IBAOS. À part ce concept, et enfin, on lui montre, OK, voilà les propositions de couleurs, voilà comment ça peut se décliner sur tes différentes offres de formation ou tes différentes offres d'activité. Tu fais souvent plusieurs projets, voilà comment ça peut se décliner, voilà sur un papier en tête. Ça, c'est juste à titre d'image, hein, mais voilà, la proposition de logo de l'humain, le gène, TIBAOS, en cercle. OK, voilà comment ça s'utilise. Voilà, voilà, voilà. Le 3, deux humains qui se font face, humain 1, humain 2, et enfin, tout le concept se base autour de l'humain. Voilà comment on peut le réutiliser, etc. Du coup, vraiment, on n'a pas encore eu de cas où le client a dit retourne derrière, euh, enfin, retourne sur la partie où il y a les propositions, et je préfère celui-ci. Tout simplement parce qu'on pousse vraiment le concept à fond, à fond, à fond dans chacun des cas. Il y a Ken qui posait une question sur le temps en moyenne. Pour nous, enfin, de mon expérience jusque-là, je dis généralement à mes clients qu'ils font en moyenne 6 mois pour qu'on finisse un logo. 6 mois pour qu'on finisse un logo. Les logos qui nous ont pris le moins de temps, ça nous a pris 3 mois. 3 mois du moment où on a reçu le brief jusqu'au moment où on a livré. Maintenant, je prends le cas du projet d'IBAOS. Ça a pris 9 mois pour livrer le logo, genre pour venir à une étape où on peut montrer, je ne sais pas, tout ce que vous voyez ici au client. Ça a pris 9 mois. Mais du moment où le client a demandé jusqu'au moment où on a livré les premières versions du logo, ça a pris 1 an. Et après avoir livré le logo, on est toujours en train de travailler, mais cette fois-ci sur la, la charte graphique, sur le système d'ensemble des éléments de communication. Donc, faire le logo, ça fait 9 mois. Maintenant, après avoir fait le logo, là, par exemple, je peux montrer, ici, c'est des drafts, mais on est en train de, enfin, là, on a supposément fini, mais on est en train de travailler sur l'identité visuelle de façon globale qui forme un système pour dire, OK, on a les documents A4 qui ont un format particulier, qui vont servir de cover, ils font un langage. On a les posts sur les réseaux sociaux, on a les kakemono, ils font un langage. Et en fait, il faut que ce langage-là soit cohérent, qu'on parle de cover, de post Facebook, de kakemono, de... Bref, il faut que ce langage soit cohérent. Et ensuite, même là encore, on va faire des concepts. Là, on a un concept 1 qui est celui-ci, on a un concept 2 qui est celui-là, on aura un concept 3, et c'est le client qui va choisir le concept qui lui plaît. Et enfin, d'un concept à un autre, on aura des layouts différents, on aura des approches différentes, et en fait, on va aussi présenter ça au client. Et c'est le client qui va dire, OK, cette approche-là me plaît plus. Et une fois que le client a défini l'approche qui lui plaît,
chaque membre de l'équipe va dérouler tout le concept. Post, social media, signature, PowerPoint, cover, kakemono, badge, carnet, note de service. Et en fait, généralement, on ne se rend pas compte de la faiblesse d'un concept graphique quand on ne l'éprouve pas jusqu'au bout. Donc, tu vas penser que ton logo est cool, tu vas penser que ton concept graphique est cool, mais tu vas te rendre compte qu'il y a certaines applications sur lesquelles ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment voir ça déjà dès le début. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de tester chaque concept en fonction des besoins du client. Donc, ici, par exemple, le client nous fait une liste livrable pour la communication interne, la communication externe, les signalétiques, la bureautique, les automobiles. Et c'est sur cette base-là, on va décliner le tout. Et aussi, il faut tester. C'est cool de faire des logos qui sont cool dans InDesign, dans, comment on appelle ça? Dans Figma, parce que oui, c'est facile à faire. Mais est-ce que ces logos cool, est-ce que ces présentations cool sont fonctionnelles dans Word? Parce qu'au final, c'est Word que le client va utiliser. Certains vont utiliser Word 2003, d'autres vont utiliser 2007, d'autres vont utiliser 2010, d'autres vont utiliser 2016. Et lorsque tu fais un papier en tête, est-ce que de Word 2003 à 2016, le papier en tête a toujours la même gueule? Est-ce que quand on utilise Word 365, ça marche toujours pareil? Est-ce que lorsque le client va utiliser Google Doc, ça va toujours marcher pareil? Et comment est-ce que tu fais un truc qui reste cohérent, qui traduit un langage visuel cohérent à travers tout ça? En tout cas, pour moi, en tant que gérant d'une agence, c'est le genre de challenge que je veux apprendre à résoudre dès aujourd'hui pour que demain, lorsqu'on fera face à des clients qui sont des organes monstres, qui ont des teams dans différents pays avec des contraintes différentes, qu'on puisse déjà avoir l'expérience d'avoir tout au moins réfléchi à ce genre de problématique. Donc, Ken, pour le temps, c'est minimum 3 mois, en moyenne 6, et il y en a qui durent 1 an et plus. Il y a David qui écrit dans le chat, j'ai parlé de couleurs pour trouver les explications. Donc, en gros, on n'utilise pas le bleu parce qu'on aime le bleu. On n'utilise pas le rouge parce qu'on aime le rouge. On n'utilise pas le jaune parce qu'on aime le jaune. Il y a des règles pour ça. Il y a des, il y a des règles. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir une roue chromatique ici. Roue chromatique. Il y a le cercle chromatique. Voilà. Il y a le cercle chromatique et il y a les règles d'association des couleurs, les triades, les couleurs adjacentes, nanani, nanana, enfin. Donc, il y a ce qu'on appelle la théorie des couleurs. Enfin, 99 Design est un très bon site en termes de blogging qui explique la théorie et la psychologie des couleurs. Donc, ça, c'est des principes, je vais dire, c'est des principes fondamentaux qu'on doit, en tout cas, que tout bon designer doit connaître sur les couleurs, la théorie des couleurs. Je vais juste copier. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'agence de design, franchement, la façon dont on travaille, c'est que si on travaille avec un client, à la fin, il sait ce que c'est que le design. Il sait pourquoi on ne peut pas utiliser telle typographie à la place de la typo qu'on a utilisée. Il sait pourquoi on a utilisé le vert. Il sait pourquoi on a utilisé cette forme. Il sait, enfin, il connaît le sens de son logo, tu vois. Enfin, si je prends juste ça, humain, gène, JBaOS, et si je prends toutes les autres présentations dont je vous ai parlé avant celle-ci, où on a défini la direction artistique, où on a défini X, Y, Z, où il a rempli le brief, on le met vraiment au cœur de notre process. Donc, au final, pour les couleurs, on a un dictionnaire de couleurs qui nous permet de regarder d'abord quelle est la couleur de base sur laquelle partir. Et en fait, la couleur de base sur laquelle partir, on va la correspondre à la vision de l'entreprise. Vous pouvez communiquer des choses à différents niveaux avec un logo d'une entreprise. Ici, dans le symbole, on a indiqué le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est la science au service de l'humain. La science au service de l'humain à travers un laboratoire de génétique qui améliore les semences. Des semences pour de meilleures rentabilités, des semences pour une meilleure activité économique, en tout cas des scientifiques qui utilisent le gène pour servir l'humain. Donc ça, on a communiqué ça ici. Ensuite, OK, des scientifiques qui utilisent le gène pour aider l'humain dans quel domaine? Parce que vous pouvez utiliser le gène pour aider l'humain dans les maladies. Donc,
ou dans la santé, on serait allé sur un logo bleu. Mais ici, quand on a mis du vert, ça communique l'agriculture. Donc, voilà un deuxième niveau de communication. Et si c'était rouge, on aurait su peut-être que c'était dans le sang. Si c'était bleu, on aurait su que c'était dans la santé publique. Mais ici, parce qu'on a mis ça vert, on communique directement que, OK, ici, on est en train de parler d'agriculture. On est en train de parler de nature, de vert, d'écologie. Donc, en fait, la typographie. La typographie communique un dernier niveau peut aussi communiquer au niveau du message de l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout dire dans la communication que vous voulez faire pour l'image ou l'identité visuelle d'une entreprise à travers un seul élément, que ce soit le symbole, le logo. Ça peut être dans la typographie, ça peut être dans plein de choses. Donc, dans le dernier élément qu'on utilise, c'est la typo. C'est la science. Du coup, on utilise une typo sérif. Dans la charte graphique, on a utilisé une typo sérif en complément de la typo sans sérif qu'on a définie pour la marque. Donc, la typo sérif qu'on utilise est ici, en fait, pour dire tout de suite, OK, nous sommes scientifiques, nous sommes sérieux. Du coup, si je reviens à la couleur, de base, qui était la question, tu as parlé des couleurs, c'est connaître les principaux, les principes fondamentaux, connaître les principes fondamentaux du design pour pouvoir tout le temps avoir un discours, je vais dire limite scientifique. Parce qu'il ne faudrait pas que mon client me dise à la fin, j'aime pas la typo. Moi, je ne veux pas faire un logo pour qu'à la fin, on me dise, j'aime pas la couleur, j'aime pas la typo, j'aime pas la forme. Ce ne sera jamais un débat de goût et de préférence. Ce sera un débat de méthode. J'aime pas l'approche, j'aime pas le concept, je n'aime pas l'angle. Vous n'avez pas compris le cœur de message de mon entreprise. Ça, je peux l'entendre. Mais quand on commence par débattre des formes et des couleurs, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'on dit des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Du coup, quand tu as un argument scientifique, un argument carré sur pourquoi rouge est rouge et bleu est bleu, ça marche mieux. Ensuite, je vais finir sur ceci, sur l'association des couleurs. Lorsque je prends le cercle chromatique, tout simplement, je me rends compte que si je veux faire un logo vert et je pars sur des couleurs, je vais dire complémentaires, j'aurais pu prendre le rouge. Si je pars sur des couleurs similaires, j'aurais pu travailler avec du bleu, du jaune ou du vert citron. Donc, je peux faire du vert, du bleu et du jaune. Donc, ça reste dans la complémentarité. Du coup, à chaque fois, il y aura toujours des principes cardinaux qui vont gouverner les choix que je vais faire pour les entreprises avec lesquelles je vais travailler. Et si je reviens dans notre fichier, vous allez voir, OK, on a vert en couleur primaire, on a vert citron, mais on a aussi vert, on a bleu et on a jaune. En fait, ce n'est pas j'aime bien, c'est limite scientifiquement, voilà ce qui fonctionne. Et ça fait que tout de suite, vous n'êtes pas des artistes, quoi. Vous passez de l'art au design, vous passez à la précision, vous retirez le côté subjectif. La question des délais, franchement, moi, je pars sur le principe que je ne travaille pas avec des clients qui me fixent les délais pour livrer mes travaux. Ça, c'est le principe sur lequel je pars. Je travaille avec des clients, aujourd'hui, en tout cas, pour le niveau où je suis. Bon, hier, je pouvais travailler avec les clients qui me fixent les délais. Mais aujourd'hui, pour le niveau où je suis, c'est moi qui écoute le client, qui lui dit, écoute, pour ton besoin, voici le délai. Et il peut dire non, je veux ça pour un peu plus vite. Et si on peut augmenter le nombre de personnes qui interviennent sur le projet, on peut diminuer le délai. Mais on ne peut pas diminuer le délai de façon substantielle. Soit le client accepte d'augmenter le nombre de designers qui vont travailler sur le projet, soit il diminue le nombre de choses dont il a besoin, mais il ne peut pas diminuer le délai. Genre, tu ne peux pas dire à ta femme demain, viens, je vais t'enceinter, tu vas me faire mon bébé en 2 mois. Ce n'est pas possible. De la même façon, moi, en tant que designer, je l'explique clairement à mes clients comme ça. Hein. Je peux dire à mon client, OK, tu m'as dit que tu veux un logo et que tu as besoin de ça pour 1 mois. C'est comme si tu me demandes, tu vas voir, je te dis, OK, tu vas voir ta femme, tu dis, OK, on va faire un bébé, je vais t'enceinter et tu vas sortir le bébé
dans un mois. Deuxième chose, je peux encore rester sur cette analogie de la femme et du bébé et dire, OK, tu ne peux pas aller voir ta femme ou avoir un rapport avec ta femme aujourd'hui et espérer qu'un bébé sorte. Il faut aller la voir dans le temps où elle est en période d'ovulation. Et ça veut dire que tu ne peux pas venir me voir aujourd'hui avec ton besoin et espérer que je commence ton travail en même temps. Ça va me demander du temps de me mettre ou d'être dans une phase où je peux commencer ton travail. Donc, il y a aussi ça avec mes clients. Je suis très clair. OK, tu es venu me voir le 10 juin, le samedi 10 juin à 16 heures. Je ne suis pas libre samedi 10 juin à 16 heures. Je suis libre à partir du 15 août pour travailler sur ton projet. Quand je vais commencer par travailler sur ton projet le 15 août, je vais travailler avec 2-3 designers dans mon équipe. Tel va faire telle partie et ça va nous prendre tel nombre de temps. Si ça te va, on va continuer. Si ça ne te va pas, on ne va pas continuer. J'ai plein de clients qui viennent me voir avec des délais et je dis, c'est pas possible. J'ai des clients qui viennent me voir qui disent, OK, je peux supporter travailler 3 mois, mais je veux que tu commences demain. Je dis, c'est pas possible et on ne travaille plus. Donc, aujourd'hui, je peux me le permettre. Je suis à un stade où je peux me le permettre. Et l'entreprise que je veux créer, en fait, c'est une entreprise de designer où on vient au boulot du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, on est chez nous avec nos parents et on vit notre vie sociale où on vient au boulot enfin, pas qu'on vient au boulot de 9h à 18h, j'aime pas trop le schéma, mais on rend les résultats dans un délai donné. Et du coup, pour aller vers cette entreprise-là, je suis obligé d'avoir des valeurs humaines qui cadrent avec ce vers quoi je veux aller. Donc, mes gars, en fait, ils n'ont pas de je viens au boulot à 8h, je viens au boulot à 9h. Ils ont juste, en début de semaine, les dimanches, on fait une réunion. Il dit lundi ou vendredi prochain, moi, je vais livrer A, B, C, D. À quelle heure il vient, à quelle heure il part, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est son problème à lui, c'est son problème de gestion de temps. Mais c'est juste que vendredi, il doit livrer. De la même façon, moi, je suis à l'aise à travailler de 3h à 6h du matin ou je travaille de 22h à 1h et en journée, je n'arrive pas à être productif. Je conçois qu'il y ait d'autres créatifs qui soient dans ce même mood et qui ont leur façon de fonctionner. Donc, je n'essaie pas de construire un rythme. Et du coup, puisque c'est comme ça en interne, il faut que dans la façon dont on communique nos délais à nos clients, ça puisse aussi se réfléchir et que nos clients et nous, on soit sur la même longueur d'onde. J'avais une question par rapport à la partie, je ne sais pas si c'est brainstorming, mais lorsque tu es dans l'association des mots, donc comment vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous avez des façons est-ce que vous vous aidez d'outils ou bien je ne sais pas, pour justement faciliter cette partie-là? Franchement, la pratique, tu vois, c'est une méthodologie. La chose que je vais dire aussi, c'est que c'est une méthodologie que j'ai développée et que j'ai mis en place pour mon entreprise sur des années. Donc, ce serait injuste pour moi de venir aujourd'hui et de vous dire voilà comment il faut faire. Vous ne pouvez pas commencer par faire comme ça à partir de demain. Mais vous pouvez vous mettre dans une démarche que faudrait que à mon 6e logo, après ce call, je puisse faire de meilleurs brainstorming. Je sais pas si tu vois. Ensuite, si j'arrive juste à faire mes brainstorming, faudrait que à mon 5e logo, après que j'ai commencé par faire de brainstorming, j'arrive à faire de meilleures stylisations, de meilleurs sketchs. Tu vois. Ce n'est pas une histoire de OK, j'ai vu cette méthodologie et demain je vais me mettre à l'appliquer de la façon qui fonctionne le mieux. Ensuite, au niveau des mots, il y a 2 façons de faire. Tu peux aller dans le dictionnaire et regarder la définition du mot, ou tu peux essayer de trouver tout ce qu'il y a autour du mot en question. Supposons que tu fais un logo pour une maison, tu vois, pour une entreprise de démarchage de maison. La plupart du temps, tu vas voir les gens, ils vont mettre dans le logo, il y aura une maison. Voilà ce que je cherchais, le mot que je cherchais, métaphore. Mais quelle métaphore tu peux utiliser pour caractériser maison? Dans la maison, il n'y a pas que la maison qu'on voit en tant que cage. Il y a la famille. Il y a la famille. Qui habite dans une maison? C'est une famille. Qu'est-ce qu'une maison te rapporte? De la joie, du bonheur. Donc, je suis passé d'un logo de démarcheur de maison à famille, joie, bonheur. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, déjà, dans mon approche de brainstorming, si je vais faire l'essai, je prends ça, je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Tac.
Donc, je vais faire ça, je vais zoomer. Donc, on veut faire un logo pour une entreprise de démarchage de maison. Et notre premier mot-clé, c'est maison. Donc, dans la maison, la plupart des gens, tout de suite, ils vont aller direct faire une entreprise avec une maison, avec une case, je ne sais pas, avec une case, et tout de suite, ils s'enferment dans ça. Mais dans la maison, tu as le toit, tu as, je ne sais pas, les étages, tu as la lumière, tu as, quoi encore, tu as le lit, tu as ça, tu es toujours dans le champ lexical de maison. Tu vois, tu es dans le champ lexical de maison. Tu as le lit, tu as la porte, tu as la clé. Mais tu peux aller loin. Tu peux rentrer dans la métaphore. Quelles sont les métaphores de maison que je connais? Donc, la maison, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. On dit. Il y a le foyer, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a les souvenirs, il y a la solidarité, il y a l'amour. Donc, foyer, joie, bonheur, souvenir, solidarité, amour. Voilà déjà des mots qui sont toujours dans le champ lexical de maison. Mais je pars déjà sur quelque chose de différent. Et mon logo, il a déjà des chances d'être original. Ensuite, en plus de maison, on a parlé de démarchage, j'ai écrit n'importe quoi. Démarcheur. Le démarcheur, on peut penser à, il te remet tes clés, une personne, des mains qui se croisent, enfin, des gens qui se saluent, il te facilite la vie. Et non, c'est là aussi, dans mon brief, je peux essayer de voir les valeurs et tout, et chercher des métaphores de démarcheur. Le démarcheur, c'est peut-être celui-là, je ne sais pas, c'est quelqu'un de confiant. Donc, confiant, cadenas, je ne sais pas, sécurité. C'est une oreille attentive. C'est le gars qui t'écoute. Nous, on écoute nos clients. Ça peut être les valeurs de l'entreprise. Donc, je peux prendre écoute. Écoute, quand on parle d'écoute, quand on parle d'oreille, quand on parle d'entendre, j'entends aussi onde sonore. J'entends aussi, je ne sais pas. Voilà, en fait, je commence pas à voir des choses. Donc, de démarcheur, où on serait parti sur clé, sur personne, sur des gens qui se serrent la main. On est venu à onde sonore, on est venu à écoute. Donc, maintenant, si je veux faire un logo, je peux prendre, je ne sais pas, amour, foyer, dans ce champ lexical-là. Je peux prendre foyer, ensuite prendre écoute, plus écoute, et bien, c'est mon logo de démarcheur. Et là, maintenant, je peux aussi faire une chose, c'est normalement, ce que j'aurais fait ici, c'est que je vais commencer par dessiner. C'est l'étape de la stylisation. Comment est-ce que je dessine foyer? Comment est-ce que je dessine écoute? Du coup, je peux maintenant venir chercher dans Google Household Listening. Tu vois? Maintenant, je viens. Enfin, personnellement, je n'aurais pas fait exactement comme ça, mais hop, je vois ça qui me plaît bien. Je vois ça. Regarde comment eux, ici, ils ont combiné amour et écoute. Donc, foyer, écoute, on était allé sur household, logo, etc. Mais en fait, je peux maintenant commencer par voir comment d'autres personnes ont stylisé mon idée. Pas pour reproduire ce qu'ils ont fait, mais pour trouver, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça? Du coup, là, j'ai cette idée de gribouillis avec un enfant au milieu. Moi, je trouve ça cool. Je peux dire, OK, je vais essayer de réfléchir à comment est-ce que je dessine foyer, foyer. Donc, j'ai papa, maman qui garde la main de l'enfant et écoute. Mais est-ce que ça s'aligne avec l'identité de marque de la personne ou de l'entreprise pour laquelle je veux faire le travail? Je peux essayer de faire un croquis vite fait. Du coup, j'ai l'idée de gribouillis. OK. J'ai ensuite l'idée de enfant qui tient la main de ses parents. Donc, je ne suis pas un bon dessinateur. Ça, c'est le métier de quelqu'un d'autre. Donc, moi, voilà, j'ai fait mon enfant qui tient la main de ses parents. Ensuite, je peux dire, OK, j'ajoute des ondes. Donc, les ondes, c'est pour écoute. Du coup, dans mon carré, au lieu d'avoir des gribouillis, j'aurai des ondes. Tac, 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 tac et tac. Ça, c'est la première étape. Et dans un carré, parce que le carré symbolise la maison. Ou dans un rectangle, parce que le rectangle symbolise la raison. Ensuite,
dans ce rectangle-là, hop, je vais ajouter quelque chose. Je vais commencer par dessiner mon foyer. Donc, l'enfant. Bon, là, je fais du plagiat, il ne faut pas faire ça. Mais ce n'est pas forcément un papa et une maman qui est la seule façon de représenter un enfant. Mais OK, je fais tac, tac, je fais ça, et puis, hop, je sais dessiner mon enfant qui tient la main de ses parents, tac, tac, qui tient la main de ses parents. Donc, j'ai ça, et puis j'ai ça. Et maintenant, à partir de ceci, je peux maintenant écrire un brief à mon illustrateur pour lui dire, écoute, je suis un combiné de bras gauche en dessin, mais j'ai cette idée de concept de logo. Est-ce que tu peux m'aider à l'illustrer? Combien tu vas prendre? J'ai tel budget, nanani, nanana, patati, patata. Bref, voilà. Et voilà comment je pars d'une idée et j'arrive à un concept de logo. On a fait ça en, je ne sais pas, on n'a pas fait 30 minutes. Hein. On est parti de ta question, mais voilà comment on est arrivé à trouver un concept de logo. Et ce n'est, bon, à part la fin où j'ai vraiment plagié ce que les autres ils ont fait, mais c'est vraiment vous dire, on va sur Google pour trouver comment on pourrait styliser quelque chose. Pas pour aller dire directement, je ne sais pas, démarcheur. Il y aura beaucoup de gens qui seraient venus faire démarcheur, idée, logo. C'est une très mauvaise manière de chercher à faire un logo ou bien ou chercher n'importe quoi. Démarcheur, il est logo, ou bien il serait venu chercher, je ne sais pas, agroalimentaire ou bien vente de thé. Idée logo. Et ils seraient directement venus faire ça. Et en fait, ils vont tomber dans le générique. Enfin, ils n'auront pas vraiment cette approche méthodologique-là pour justifier ce qu'ils font en face de leurs clients. Du coup, voilà, on est un peu à la fin. Je ne sais pas si vous avez une dernière question pour la route, une inquiétude ou quelque chose dans le genre, mais je reste à l'écoute. Sinon, on va à 17h, à 16h30 plutôt, mettre fin à ce call et ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Je salue Jefta, je salue Thierry, je salue Laurie, Edison, au passage. Pas de quoi, pas de quoi. Donc voilà, Ok, tu es dans le bruit. Il n'y a pas de souci. Enfin, je vous remercie encore une fois pour votre présence, comme d'habitude. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui font l'effort d'y être. Et je vous invite à inviter vos proches à participer. Je vais essayer d'améliorer à chaque fois l'école. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire, soit dans ma messagerie privée directement, ou soit dans le groupe, pour qu'on puisse en faire quelque chose d'intéressant. Et n'hésitez surtout pas à inviter vos collègues designers pour qu'ils puissent aussi profiter. Parce que on n'est que la moyenne des gens dont on s'entoure. Si de façon globale, le niveau de design dans notre écosystème ne s'améliore pas, franchement, on sera éternellement pris pour des rigolos et des gens ridicules dans le domaine du design. Du coup, n'hésitez pas à partager le lien ou à inviter vos amis à ces talks si vous les jugez utiles pour eux. Donc voilà, on est à la fin. Merci beaucoup pour votre participation. On se dit à samedi prochain.